Salut, salut! On est de retour sur le Café c'est pour moi. Je commence évidemment avec un mea culpa. J'ai encore disparu, mais j'ai une bonne excuse cette fois-ci. Pour être honnête, j'avais 2 épisodes de prêt, ils sont toujours prêts sur mon ordinateur, mais j'avais plus trop envie de les partager. Ils étaient plus d'actualité, j'avais peur que ça fasse plus de mal que de bien, donc je les ai pas publiés. Et puis là, on sort du mois de Ramadan, alhamdoulilah, qui a été intense, je pense, pour chacune d'entre nous, en tout cas les concernés. J'ai vraiment voulu me concentrer dans mon temps libre sur un maximum d'adoration, outre préparer de délicieux repas et m'occuper de mes enfants. Et donc voilà, ça a été compliqué, surtout qu'il y a eu les vacances scolaires, d'enregistrer des épisodes. J'espère que le Ramadan s'est très bien passé, j'espère que le carême se passe bien, parce que vous êtes encore dedans si je me trompe pas. J'espère que la vie se passe bien pour ceux et celles qui sont concernés par aucune des deux adorations. Voilà. Alors, je reviens aujourd'hui comme une fleur, une belle fleur, une fleur de bonne humeur, un peu malade. Donc, vous m'excuserez ma voix qui parfois va ressembler à celle de Garou pour ceux et celles qui ont la ref. Accompagnée d'une invitée de marque, parlons peu, parlons français. Mes invités, ils sont toujours de marque. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une championne devenue une amie, qui est Nawel. Nawel, elle est thérapeute. Elle reçoit en présentiel en Île-de-France, mais elle reçoit aussi en distanciel. Nawel est une thérapeute que j'aime beaucoup. Au-delà du fait que je la connais, je partage sa vision et j'aime beaucoup la manière dont elle aborde les choses. Donc aujourd'hui, on avait vraiment envie de se réunir pour parler d'un sujet qui revient très, 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 très souvent. Et ce sujet, c'est le couple. Vraiment le couple avec un grand C. Le couple et les difficultés. Le couple et aussi les facilités parce qu'il n'y a pas que de la difficulté. Et surtout, l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur le couple. Je parle beaucoup, j'introduis longuement. Je vais quand même laisser Nawel se présenter et vous saluer. Hello à tous et à toutes. Bonjour, déjà, on va dire merci à The Queen, la championne, celle qui effectivement fédère, enveloppe, accompagne, motive et diffuse tout le temps de la bonne humeur, de la bienveillance. Et je crois que c'est hyper important de le diffuser et sans jamais, du coup, restreindre cette notion d'amour, d'affection, de tendresse et d'union entre les peuples. T'es vraiment un amour. Je l'ai payé très très cher pour qu'elle dise ça. Elle m'a payé en nourriture, évidemment. Vous savez à quel point j'aime la bouffe. Alors, Nawel, dis-nous tout. Alors, une présentation peut-être rapide de ton travail, comment tu exerces, où tu exerces, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, du coup, je suis Nawel, psychopraticienne certifiée. J'accompagne depuis de nombreuses années des femmes, des hommes et des couples sur différentes thématiques, comme l'estime, la confiance, différents traumas, l'anxiété, les violences émotionnelles, mentales et physiques, le rapport que l'on a avec soi, le rapport que l'on a avec les autres. Et mon objectif principal, c'est de diffuser au quotidien la responsabilité individuelle, l'amour de soi, le respect de soi, tout en étant dans une optique d'union vis-à-vis des autres. Donc j'accompagne en présentiel au sein de mon cabinet dans le 17e arrondissement de la capitale et également en distanciel, ce qui me permet d'accompagner des femmes et des hommes qui sont en province, en grande couronne, petite couronne et également à l'étranger. Mon objectif, c'est de pouvoir accompagner différents publics, que du coup, chacun et chacune puisse se sentir libre d'être lui-même ou elle-même. Et moi, c'est quelque chose auquel je tiens fondamentalement, c'est le respect, la bienveillance et la tolérance. Donc j'accompagne des gens de tout environnement social, de toute origine, de toute confession et également de toute orientation sexuelle. Parce que je suis convaincue que ce qui est important, c'est de parler d'âme à âme et de cœur à cœur, et de ne pas laisser la haine de l'autre, du coup, nous empêcher d'être nous-mêmes. Waouh. Je crois que je peux devenir politicienne. On finit à peine justement les élections municipales. Potentiellement, tu as une place pour la mairie du 17e. Écoutez, je pense que la présentation a été on peut plus claire. Donc, vous savez beaucoup de choses sur Nawel. Je l'ai invité aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit précédemment, j'aimerais qu'on parle du couple. C'est quelque chose qui revient souvent. Alors, vous avez vu que j'ai pris aussi beaucoup de distance, moi, avec les réseaux sociaux. Donc, j'anime de moins en moins de stories sur des sujets de société, des sujets de la vie, etc. Pas parce que j'ai pas envie, mais voilà, je préfère prendre des pincettes parce que j'ai de plus en plus de mal, pour être honnête, avec le retour des autres. Alors moi, je suis à l'aise avec les débats, avec le fait que les idées divergent, qu'on soit pas toujours d'accord. J'ai de plus en plus de mal avec parfois la mesquinerie, la méchanceté, l'agressivité. Mais en fait, j'ai conscience que parfois, les avis heurtent, qu'on n'a pas toujours les mêmes avis sur tout, qu'on n'a pas la même vision des choses. Et c'est OK, et je pense que c'est dans cette complexité-là qu'on crée l'humanité. Parce que même, justement, quand on a
la même religion. Parce que vous savez que sur le Café c'est pour moi, on est très transparent, quoi. C'est le podcast animé par Sarah, de confession musulmane, et je l'assume pleinement, mais j'exclus personne pour autant. Et donc effectivement, je disais ça pour dire que déjà au sein d'une même religion, parfois de même origine, d'une culture pareille, ben voilà, on est des êtres humains, des êtres pensants, et on pense et on a des avis différents sur plein de sujets. Le vrai fléau, moi ça me fait beaucoup de peine d'ailleurs ce sujet, c'est vraiment le couple. Évidemment, chacun gère son couple comme il a envie chez lui, chacun a sa vision du couple qu'il entend, chacun va développer de l'épanouissement, de la manière qu'il l'entend. Pareil, voilà, il y a peut-être des choses qui vont te rendre heureux et qui sont pas compatibles dans d'autres couples, et c'est ok. Mais il y a un vrai fléau, je disais, c'est l'impact des réseaux sociaux sur le couple. On en parle souvent avec mes proches, on en parle souvent avec Nawel. Je sais que Nawel, en préservant évidemment l'anonymat et la vie privée de ses patients, elle reçoit aussi beaucoup de couples parce qu'elle fait de la thérapie de couple, elle vous en parlera, où je pense que le sujet, c'est ça va pas dans notre couple, il faut nous aider là. Et il y a beaucoup de dysfonctionnements qui naissent de choses imaginaires. Et quand je dis de choses imaginaires, c'est des choses qu'on entend, qu'on sous-entend sur les réseaux sociaux. Je rappelle, en tant que créatrice de contenu à mes heures perdues, qu'énormément de choses sont scénarisées et qu'on peut pas inculper les gens parce qu'ils scénarisent leur contenu. C'est leur travail, en fait, de créer des vidéos qui créent de l'émotion pour vendre quelque chose, ou en tout cas pour faire grandir une communauté. Donc voilà, beaucoup de choses sont scénarisées, beaucoup de choses sont fausses. Certaines choses sont vraies aussi. Attention, hein. L'idée, c'est pas de dire oui, tout est faux, tout est un mensonge, mais il faut que nous, en tant que consommateurs des réseaux sociaux, on apprenne à prendre de la distance. Le truc aussi, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, d'hommes qui animent des pages Dr Love, Conseil Love, etc., sans citer personne. Chacun trouve son épanouissement et son pain et son gagne-pain là où il l'entend, mais prendre des pincettes aussi aujourd'hui. Moi, j'ai même des proches qui, quand elles sont face à des difficultés avec leur époux, disent « Ah, je vais appeler un tel, elle va me conseiller ». Bon ou mauvais soient ses conseils, il faut prendre du recul, il faut toujours analyser la globalité, et puis il faut vivre dans son corps et dans son foyer, quoi. Du coup, Nawel, j'ai une première question qui va sûrement découler sur une conversation. Est-ce que dans ton travail, au quotidien, tu constates que les réseaux sociaux ont un impact, ont un poids, peuvent parfois faire des désastres dans les couples aujourd'hui? Alors effectivement, à titre personnel, je vois l'impact des réseaux sociaux tant sur des femmes que je vois en individuel ou des hommes que je vois en individuel, et également sur le couple, parce qu'en fait, les réseaux sociaux donnent parfois une image galvaudée, fausse et lissée du couple. Et du coup, chacun va venir se comparer à l'autre, alors qu'on a chacun notre histoire personnelle. Les couples, du coup, sont multiples. Il n'y a pas une manière d'aimer, il n'y a pas une manière de montrer son amour. Il y a différents langages de l'amour. Il y a différentes manières aussi d'investir le couple. Et je crois que c'est important de se souvenir qu'une relation se co-construit. Cette phrase, elle est hyper importante. Une relation se co-construit. On ne peut pas, exemple, dans le sein du couple, être attaché à la bienveillance, à l'amour, à l'affection, à la tendresse, si en tant que partenaire, on ne le fait pas soi-même. Je crois qu'il est essentiel de se souvenir que ce dont on a besoin, ce qui fait sens pour nous, il faut aussi s'autoriser à le montrer, à l'exprimer. Et du coup, parfois dans les réseaux, et moi-même en tant que consommatrice des réseaux sociaux, on va se dire « Ah ouais, il lui a fait ci, il lui a fait ça, il lui a dit telle ou telle chose. » Mais ce que vous voyez, c'est une situation à l'instant T. Donc une capture, une cartographie de ce qui se joue tout de suite. Mais ce couple-là a peut-être investi et surinvesti sur lui pendant des années. Peut-être qu'aujourd'hui, cet homme qui va réussir avec plus de facilité à montrer physiquement son affection pour son épouse, peut-être qu'il a travaillé en amont. Peut-être que dans le couple, il y a eu des vraies discussions. Et une discussion, c'est une discussion qui est ouverte, qui n'est pas une discussion hostile, qui n'est pas dans l'accusation, mais qui est plutôt dans l'expression du besoin de chacun, en se responsabilisant, et non pas, exemple, moi je suis très partisane de la communication non violente, en ne disant pas à son compagnon « tu ne fais rien pour moi », mais plutôt « moi j'ai compris au fur et à mesure du temps que j'avais besoin de telle ou telle chose, ça me fait du bien lorsque tu agis de cette manière ». Vous voyez, de revenir à soi, de se responsabiliser sans accuser. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, justement, donc je rebondis, quand tu emploies le mot communication, c'est la clé, on le sait de tout temps. Nos parents, même s'ils ont du mal à l'appliquer, ils nous ont parlé de la communication, les professionnels parlent de communication, on parle toujours de communication. Et effectivement, je ne sais pas si c'est notre génération ou quoi,
comme tu dis, j'ai l'impression que dans communiquer, on se dit tant que je parle, tant qu'il y a du bruit, des sons qui sortent de ma bouche, c'est fait. Et très souvent, c'est des accusations. Moi, un autre truc tout bête. Alors attention, je sais que tu vas me dire, il faut nuancer. Moi, je pense que c'est important de parler, même de communiquer si c'est pas à son mari. Tu vis une situation dangereuse, problématique, je sais pas moi, t'as un époux violent ou une épouse violente, maltraitante, etc. Il faut surtout pas rester dans ton silence et aller peut-être chercher de l'aide si t'arrives pas à t'en sortir toute seule. Mais à l'inverse, j'ai aussi beaucoup de mal avec le fait que parfois, comme tu dis, t'as pas encore communiqué, eu une discussion sérieuse avec ton conjoint, mais que t'es déjà en train d'appeler un tel et un tel, laver ton linge sale en public. Tu vois, j'ai beaucoup de mal avec ça et j'ai l'impression qu'en faisant ça, parfois c'est compliqué en fait de sauver les meubles. Comment t'es parti raconter la vie de ton mari ou de ta femme sur TikTok ou à toute la terre sans jamais lui dire ce qui te dérange et puis t'espères que ça change. Je veux dire, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et justement, dans la communication, qu'est-ce qu'on doit faire ? Admettons, t'es très bonne communicante. Admettons, voilà, moi je suis hyper bonne communicante et en face je parle à un mur. Qu'est-ce qu'on fait en fait à ce moment-là ? Parce qu'on va se dire, ouais, j'essaye de communiquer, mais il veut pas, mais ceci. Voilà, j'imagine que t'es déjà tombée sur des situations comme ça. Dis-moi tout. Moi, je vais aller un peu plus loin. Alors, du coup, c'est ma perception et du coup, elle n'engage que moi. Je pense que la communication au sein du couple n'est pas suffisante. Je crois que c'est la compréhension. Parce que, exemple, là, je communique, je te dis, passe-moi ton matcha. Là, je viens de communiquer. Non. Ok. Évidemment que tu vas me dire non. De toute façon, je vais pas en vouloir. Mais du coup, si je dis, finalement, moi, j'aime lorsque tu me donnes le matcha. J'aime boire ton matcha. Je m'ouvre à toi. Je t'explique mon monde. Je te le transmets. Lorsque je te dis juste, donne-moi, je te donne une information. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Tu donnes un ordre même. Oui, alors du coup, effectivement, en fonction de la manière dont on communique, soit on est dans une posture du coup affirmative, soit on est dans l'échange. Et je crois que pour toutes les personnes qui communiquent, parce que nous communiquons tous, c'est de se questionner, de revenir toujours à son intention. Est-ce que lorsque vous communiquez avec votre partenaire, vous communiquez pour être compris ou comprise, ou vous communiquez pour que la personne adhère à votre vision ? C'est pas la même chose parce que du coup, on va engager autre chose. Il va y avoir de la frustration, il va y avoir une tension. Et je crois aussi que lorsque l'on parle à nos proches, moi, je suis partisane effectivement qu'en cas de situation dangereuse, il est essentiel de communiquer, de ne pas rester dans un isolement parce que c'est l'isolement qui fragilise. Mais quand on parle à nos amis, évidemment, il va y avoir ce lien d'amour, d'affection, de protection, mais la personne, elle va vous répondre en fonction de sa propre histoire, de ses propres projections, de ses propres peurs. Tandis que quand tu parles avec quelqu'un qui est spécialiste et qui est un thérapeute et qui est distant, il va te parler avec, du coup, une vision qui, parfois, est, du coup, en tout cas, plus juste, plus, du coup, objective. Ouais, parce qu'elle est neutre. Elle est neutre. Après, ça ne veut pas dire que... Alors, moi, je suis aussi partisane et donc, je sais aussi que je peux être hyper clivante à cet endroit-là. Mais moi, je suis partisane du fait que le thérapeute doit aussi se positionner parce que un non-positionnement d'un thérapeute, ça participe aussi à la maltraitance. Ça, c'est une discussion que moi, j'ai eu beaucoup avec ma superviseure qui est psychiatre et qui partage également ma vision. Je crois qu'il est essentiel de dire à l'autre, voilà, là, moi, je crois ça peut être dangereux pour vous. Vous voyez, de ne pas rester silencieux et de laisser l'autre, finalement, s'ensevelir dans son histoire qui peut être chaotique, douloureuse, souffrante. Et du coup, je crois que vraiment, c'est important de communiquer et de se dire, mais pourquoi est-ce que je vais chercher la discussion et le réconfort auprès de mes proches et pas auprès de la personne concernée ? Pourquoi est-ce que c'est plus facile pour moi d'aller parler à ma cousine, à ma copine, que de parler à mon époux ? Pourquoi est-ce que c'est douloureux ? Est-ce que ça me fait peur ? Est-ce que j'ai une appréhension parce que ma croyance est que une discussion qui peut être, du coup, peut ouvrir une dispute, irait jusqu'à la rupture ? Il y en a beaucoup. Hein, oui, il y en a beaucoup qui ont cette crainte parce que... Alors moi, je pense sincèrement que la divergence d'opinion est essentielle dans le couple. On peut s'aimer très fort, ne pas avoir des avis similaires et ne pas se sentir en danger. Et croire que le couple, eh bien du coup, c'est un couple linéaire, parfait, qui est d'accord sur tout, c'est sur Instagram. Dans la vraie vie, eh bien, on a des avis différents parce qu'on a des lectures du monde différentes, parce qu'on a peut-être aussi une éducation différente et parce qu'on a un chemin de vie individuel qui est différent de la personne que l'on choisit en tant qu'adulte, comme époux ou épouse. Carrément, ça rejoint là du coup ce qu'on disait avant sur le fait que parfois les gens ils aient beaucoup de mal avec le fait qu'on soit pas d'accord avec eux et il y en a d'autres du coup qui ont peur qu'on soit pas d'accord avec eux. Et effectivement, je te disais que il y en a beaucoup. Moi, je sais qu'autour de moi, que ce soit des abonnés qui m'écrivent, etc. Quand elle me dit oui, enfin
Attends, je vous juge pas, mes abonnés, si ça vous fait du bien de m'écrire le message, c'est hyper bienveillant ce que je dis, mais je l'utilise pour illustrer des propos. Moi, parfois, c'est des nanas que je connais pas qui vont m'écrire, ouais, je suis pas bien, j'ai demandé ça à mon mari, et puis il m'a dit non, puis il veut rien savoir, puis il veut pas, etc. Qu'est-ce que je dois lui dire et tout. C'est vrai que moi, mon conseil d'étrangère, ouais, il faut communiquer, il faut expliquer, etc. Et puis l'autre réalité, bon, où je rejoins ces nanas-là, c'est que t'as des mecs avec qui tu peux pas parler, tu vois. Moi, ce que j'ai beaucoup qui est revenu, et pareil, je dois le respecter, c'est des nanas qui aimeraient faire du sport avec moi, mais leur mari, c'est mort. C'est non, tu vas pas faire du sport, tu restes garder les enfants, etc., etc. Alors là, effectivement, bon, je suis pas thérapeute, donc j'ai le droit d'être un peu plus cru que la madame la thérapeute. Oui, il faut se questionner sur son mari. Il faut pas se questionner tout son mariage parce qu'il a pas envie que vous fassiez du sport. Il a peut-être envie il est peut-être OK pour d'autres choses. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec non, tu fais pas de sport, oui, tu fais du sport. Surtout, dans 90% des cas, le mari, il fait son sport, lui, il va à la salle, ou il fait du foot, ou il fait du basket, ou que sais-je. Et c'est madame qui est à la maison pour s'occuper des enfants, etc. Pour moi, c'est plus possible aujourd'hui, en 2026. Dans le monde dans lequel on vit, ça n'existe plus. C'est quelque chose de très très égoïste, pardon. Et l'égoïsme n'est pas une valeur noble. C'est pas quelque chose qui a sa place dans un mariage, selon moi. Donc, effectivement, quand c'est des sujets comme ça, faut pas hésiter peut-être à insister, à faire intervenir quelqu'un s'il faut, parce que le sport, en l'occurrence, il en va de votre santé, que ce soit votre santé physique ou mentale ou quoi. Moi, je sais que cette année, j'ai plus de 70 adhérentes. Dans mes adhérentes, il y en a beaucoup plus de la moitié qui sont mamans, certaines qui sont mamans de tout petits enfants, d'autres qui sont même enceintes et qui veulent pas abandonner le sport. Cette petite heure pour elles, c'est un moment suspendu où pendant ce temps-là, je suis pas dans mes tâches, je suis pas dans les couches, je suis pas dans l'allaitement, je suis pas dans ceci. Et en fait, c'est presque un cadeau qui vous fait votre conjoint quand il se dit, OK, là, pendant 2 heures, allez avec les allers-retours, vas-y, je gère. Pour moi, ça fait partie du couple et c'est un dysfonctionnement quand ça n'arrive pas. Mais t'as aussi des nanas qui sont OK avec ça et moi, je respecte le fait que vous soyez OK avec ça. L'autre truc, par contre, et ça, c'est le sujet actuel qui est mauvais et qui est vraiment impacté par les réseaux sociaux, là, la grande tendance, c'est le hak al-meh. Mleh, comment on dit? C'est le mleh. Ah, le sel. OK, d'accord. Ton sel, ton haq, tu vois. Si j'ai bien compris, c'est une tradition qui existe depuis toujours et tout, c'est OK. Mais on la connaît depuis 4 mois sur les réseaux sociaux. Je sais pas qui a lancé la traîne, ils en ont parlé, etc. Il y a des couples qui sont en train de se déchirer. En fait, l'homme est un être d'ego, l'homme masculin. La femme aussi, hein. Mais l'homme, il est connu pour avoir un peu plus d'ego que nous. Allez voir son mari pour lui dire « Ouais, j'ai cuisiné tout le mois, tu m'as pas donné mon haq, alors que ça, que si. » Et en plus lui dire « Si tout le monde dit sur les réseaux, ma copine, elle a eu et tout. » C'est pas très smart. Un homme, il aime pas qu'on lui dise ça. Un homme, il aime pas qu'on le compare. Une femme, elle aime pas qu'on le compare. Écoutez, moi, demain, mon mari me dit « Oui, un tel, elle a fait ça, et pas toi. » Peut-être on va faire un combat de boxe dans mon salon. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que c'est malsain. Mais ce que je trouve encore plus malsain, c'est que ça puisse détériorer votre relation alors que vous étiez même pas au courant de cette tradition il y a 2 semaines, quoi. C'est hyper dommage. Ça a été inculqué par les réseaux sociaux. Oui, un cadeau, c'est gentil. Moi, mon langage de l'amour, vous le savez, Nawel le sait, c'est le cadeau. Quand j'aime quelqu'un, je lui fais un cadeau. Quand tu veux me montrer que tu m'aimes, fais-moi un cadeau. Un beau cadeau. Fais-moi un cadeau. Un très beau cadeau. Fais-moi un cadeau parce que c'est comme ça que je communique, je suis comme ça. Mais j'aime aussi les paroles valorisantes. J'aime pas le toucher, me touchez pas. Me touchez pas, mais voilà. Et voilà, Nawel, elle le disait tout à l'heure, elle va développer un peu plus. Il n'y a pas un seul langage de l'amour. Mais le fait d'imposer quelque chose, encore une fois, c'est pas communiquer. Le fait de l'imposer, de le dire, je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux, vous imaginez ce que vous avez à perdre? De commencer à mépriser votre mari, ou de lui en vouloir, ou de le trouver moins bon, ou de l'aimer moins parce qu'il vous a pas donné du sel. La meuf qui a pas compris. Parce qu'il vous a pas donné un cadeau. Non. Surtout quand tu te poses la question et tu te demandes, est-ce que tout se passait bien entre nous avant qu'il y ait ça qui rentre dans ma tête? Il faut prendre du recul. On est des adultes en plus. Ça veut dire que il faut se questionner comme une adulte et se dire, si je suis sur les réseaux sociaux pour prendre une recette de Loulou Kitchen, pour apprendre des choses, on apprend de la religion, pour se faire des amis si vous avez envie, whatever, why not? Mais si je suis là pour laisser les waswas rentrer dans ma tête et haïr celui qui vit avec moi, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que t'en penses, Nawel? Je pense beaucoup de choses, parce que le Homeberg t'a dit des choses hyper pertinentes. Je vais revenir du coup sur le fil conducteur, à savoir le début de ton propos sur le sport et l'importance du sport pour les femmes, pour les hommes, le fait d'avoir aussi cette bulle qui peut nous permettre aussi d'investir pour nous, d'écouter notre corps, parce que le corps parle. Et évidemment, sans du coup divulguer les informations qui sont révélées
en thérapie parce que du coup c'est une MNA. Je vais faire le pont avec un couple que j'accompagne et un couple qui, machallah, est vraiment investi et qui du coup casse avec toutes les idées qu'on peut avoir, tu vois. Donc c'est un couple du coup musulman, pratiquant, hyper traditionnel. Et en fait, moi quand je dis traditionnel, c'est absolument pas réducteur, hein, bien au contraire. Qui ont des enfants et qui ont décidé d'investir leur couple parce que voilà, ils en avaient besoin. Et s'est posé la question du sport pour madame. Et du coup, monsieur, à un moment donné, quand ils ont échangé tous les deux, a dit « c'est mort ». Et dans l'expression de sa réserve, il n'avait pas mesuré ce que ça voulait dire. Donc on en a discuté. Parce que vraiment, c'est un couple qui est ouvert, qui est bienveillant et qui est vraiment rempli d'amour l'un pour l'autre, avec évidemment leurs difficultés comme tout à chacun, parce que je le répète, aucun couple n'est parfait. Et justement, je lui ai transmis le fait que dire à quelqu'un « c'est mort », tout de suite, on ferme la discussion, on ferme le débat. Du coup, c'est hostile parce qu'en fait, on ne laisse pas l'autre expliquer la raison pour laquelle c'est important pour lui. On se sent tout de suite rejeté dans son besoin. Et finalement, au fil de cette discussion, lui aussi a vu la chose différemment. Et du coup, aujourd'hui, ils en discutent et lui exprimait les réserves pour lesquelles c'était une inquiétude qu'il avait. Et ça n'avait absolument rien à voir avec l'inquiétude, du coup, ou le besoin, pardon, d'oppresser son épouse. C'est juste que l'horaire faisait que il craignait pour son épouse le soir. Donc ça n'avait absolument rien à voir avec le fait de vouloir du coup bloquer son épouse ou d'être injuste, tu vois. Mais comme après il a discuté, là son épouse a compris, ils ont trouvé un deal qui leur correspond à tous les deux. Et je crois qu'en toutes circonstances, c'est pour ça que la compréhension est essentielle, c'est de pouvoir discuter librement de tous les sujets. Je crois fondamentalement au fait que dans le couple, on doit aborder tous les sujets. La sexualité, l'argent, la religion, la pratique de la religion, le positionnement, la belle famille, la famille, les enfants, l'éducation, l'amitié. Tous ces sujets ne doivent pas être des sujets, du coup, tabous. Alors, évidemment, moi, avec ma posture de professionnelle, je suis toujours très surprise de me dire... Alors, j'ai des phrases chocs, je l'entends, donc je vous préviens. Là, je ne vais pas du tout être vulgaire ou autre, mais... Comment pouvez-vous concevoir d'être nus l'un vis-à-vis de l'autre physiquement et de ne pas être vous-même l'un avec l'autre ? Waouh. Bah ouais, à mon sens, je trouve ça incroyable. En fait, on épouse et on époux une personne que l'on aime, que l'on choisit. On n'épouse pas son hater. Son haters. C'est le père de nos enfants, c'est la mère de nos enfants. Donc, je crois que c'est important aussi de se souvenir que se montrer soi-même, c'est pas un marqueur de vulnérabilité, c'est un marqueur de courage. C'est un marqueur aussi d'honnêteté vis-à-vis de soi. C'est un marqueur aussi d'affirmation de soi. Et quand je parle d'affirmation, c'est pas revendication, CFDT, on hurle, on casse, gilet jaune. Macron, démission. Voilà. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Okay. Mais c'est du coup d'affirmer qui l'on est, de légitimer, parce que si nous-mêmes, on n'assume pas qui l'on est, finalement, on met le frein sur notre fitra, donc notre nature saine, sur nos besoins, sur notre vision du monde. Et je crois que c'est important, en toutes circonstances, de se responsabiliser. Et par rapport au haqq al-milh, donc effectivement, alors, je crois que c'est une coutume qui est connue au Maghreb et je crois aussi, du coup, en Afrique subsaharienne. Donc, pour moi, du coup, toute l'Afrique, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, parce que de toute façon, petit aparté, en tant que Maghrébins, nous sommes surtout africains, donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas du coup l'Afrique nord qui serait meilleure que l'Afrique subsaharienne, bien au contraire. On est tous égaux et ce qui nous différencie les uns des autres, c'est notre piété et surtout notre comportement. C'est surtout ça. Donc, on voit la valeur de l'homme et de la femme en fonction de la manière dont elles se comportent avec les gens qui sont dans une condition inférieure à eux et également, du coup, dans des moments de vulnérabilité. Et du coup, le haqq al-milh, ça peut être effectivement une tradition qui peut faire sens pour certains couples comme pour d'autres, pas du tout. Moi, je suis effarée du fait qu'on compare les couples. Comment une femme peut se lever un matin et se dire « Mon époux est ingrat, mon époux me haggar parce que je n'ai pas eu le haqq al-milh » comme cette influenceuse, comme cette personne, comme ma cousine, comme mon amie. En fait, quel est votre couple ? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Avez-vous transmis à votre époux que c'était important pour vous les marqueurs
du coup, d'affection, le langage de l'amour par les cadeaux. Et puis en plus, là, c'est le marqueur de la récompense, Oui. finalement. Bah, c'est OK, hein, moi je vois Oui, pas bien ça. sûr. Mais la récompense, j'ai envie de vous dire, alors à mon sens, en fait, la récompense, elle doit être quotidienne. Elle doit pas avoir lieu à un instant T parce que c'est dit sur les réseaux. Enfin, alors voilà, il y a des traditions auxquelles on peut adhérer, auxquelles, effectivement, il y a des couples qui ne peuvent pas parce que matériellement parlant, les hommes, parfois n'ont pas la capacité financière. Ça ne veut pas dire que c'est des sous-hommes. Hein. Donc, en fait, quand des femmes, prennent position pour le droit des femmes, ça ne veut pas dire qu'elles sont en opposition avec les hommes. En tout cas, nous, ce n'est pas le cas et ça ne sera jamais le cas, puisque du coup, nous, on prône la bienveillance, l'union et certainement pas la désunion et certainement pas la crainte de l'homme dans un grand H. Alors moi, effectivement, j'ai une détestation, donc là je le pose, pour les petits garçons à barbe. C'est du coup des individus, des petits garçons qui sont dans des corps d'hommes et qui se comportent comme des gens qui sont du coup, effectivement, immatures, qui vont du coup négliger, qui vont humilier, qui vont maltraiter et qui vont normaliser cette maltraitance. Il y a une phrase qui revient souvent en rendez-vous, qui émane des femmes et des hommes, c'est « Je n'ai jamais entendu, moi, ma mère Non, ma mère s'est jamais plaint. » Non, 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 non. Tu ne l'as jamais entendu se plaindre. Je suis d'accord, ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas plainte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas exprimé sa souffrance auprès d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas prié sur son tapis de prière et elle n'a pas imploré son Créateur en souffrant en silence. Donc, vous voyez, quand on dit « Ah non, moi, elle n'a jamais rien dit. » Non, non, non. Je n'ai jamais eu connaissance de sa douleur. De toujours se dire « Allahu a'lam », en tout cas, à titre individuel, je n'ai pas vu. Ne pas voir, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Ne pas entendre, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dit. Donc je crois que c'est important que le haqq al-milh reste aussi donc de la tradition, mais que vous puissiez la corréler à votre réalité du quotidien, professionnel, matériel, social. Financière. Mais oui, parce que en fait, moi vraiment, je ne comprends pas. On ne peut pas prôner, vouloir être glorifié et que quelqu'un prenne soin de nous quand nous-mêmes on ne prend pas soin de son époux. Parce que, alors ton haqq al-milh, je sais pas, tu veux un bijou, très bien. Mais est-ce que ce bijou va porter préjudice? En fait, l'achat de ce bijou, va-t-il porter préjudice au sein de ta famille? Est-ce que ton époux va pas se mettre en difficulté? Est-ce que ton époux ne va pas peut-être corrompre ses valeurs? Alors, j'émets plein d'hypothèses parce que tout est possible, vous voyez? Parce que c'est une réalité d'un homme qui a envie de faire plaisir à son épouse et qui parfois, parce que moi je les ai aussi en rendez-vous, ces hommes-là, qui vont du coup souscrire à des crédits parfois. Ah ouais? Bah oui, parce qu'en fait il y a aussi cette croyance que du coup c'est des sous-hommes qui sont pas à la hauteur. Vous voyez, quand on invective un homme et qu'on dit tu fais rien pour moi, qu'est-ce qu'on dit à cet homme? On lui dit qu'il n'obéit pas, enfin qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, il y a des manières de communiquer. Alors, évidemment, nous sommes tous des adultes. Et n'oublions pas, nous sommes tous aussi des enfants dans des corps d'adultes, en vrai. Il y a nous, en tant que petits enfants, nous, nos blessures, nous, nos histoires, nous, nos aspirations. Donc, c'est de se souvenir en toutes circonstances que la communication, elle est essentielle. La comparaison, elle ne vous est utile en rien parce que vous faites des comparaisons sur des croyances que vous avez, en fait, et des projections que vous avez sur la vie des tiers. Et moi, je le dis à tous et à toutes, ce qui se joue dans le couple, vous ne pouvez pas le savoir. C'est ce que vous imaginez, c'est ce que l'autre vous dit, mais il y a un fossé entre ce qui est exprimé et la réalité. Ça ne veut pas dire que les gens vous mentent, mais c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on raconte. Et je trouve que le gris est une très belle couleur. Et pourtant, je suis une femme de conviction. Mais je crois que dans le couple, c'est une histoire aussi de rahma, d'amour, d'affection, de mawadda. De se dire, en fait, cet homme que j'ai choisi pour être le père de mes enfants, en fait, je ne peux pas l'invectiver comme si c'était un étranger. Et si quelque chose ne me convient pas, c'est ma responsabilité de lui exprimer. Alors évidemment, de lui exprimer correctement. Moi, je ne dis pas qu'il faut caresser les gens dans le sens du poil, mais il faut que votre communication, elle soit saine. Et si effectivement, vous êtes face à des gens qui, du coup, sont fermés, c'est de faire intervenir effectivement des personnes extérieures, des médiateurs. Et aussi de vous questionner finalement, est-ce que ça fait sens encore pour vous de rester en lien avec cette personne le mariage, en fait, c'est être marié à la mauvaise personne qui est souffrant, mais être marié avec la bonne personne. Et quand je dis la bonne personne, c'est la personne qui vous convient, avec laquelle vous partagez des valeurs communes. Mais le mariage, vraiment, je dis pas que c'est un long fleuve tranquille, mais vous êtes bien, en fait. Et moi, je crois fondamentalement à l'amour, au couple sain, et je n'ai pas du tout ce discours de « préparez-vous, de toute façon, tous les hommes trompent, tous les hommes maltraitent ». C'est pas vrai. Ça, c'est les patterns, c'est les histoires, les schémas qui se répètent. Mais du coup, de se dire...
moi, individuellement, je travaille sur moi, je comprends ce qui fait sens pour moi et je comprends aussi mes limites, ce qui n'est pas possible pour moi dans le couple, et du coup d'agir en conséquence. Cette posture passive ne vous aidera pas, ce silence ne vous aidera pas, la revendication non plus. Par contre, la discussion sérieuse, engagée et responsable, je pense qu'elle fera avancer les choses. Je suis assez d'accord et je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure parce que voilà, j'en profite sur le podcast, il n'y a pas des commentaires en direct pour nous agresser. Effectivement, la chasse aux hommes, là, tu sais, la chasse aux sorcières, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et je suis quelqu'un, genre oui, j'arrive à voir, peut-être je vais abuser, j'arrive à voir en quoi beaucoup d'hommes sont problématiques. Il y a pas de problème. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui est absolument vrai. Le fait de dire ouais, tous les hommes c'est des bâtards, tous les hommes ils trompent, tous les hommes ceci. Et puis surtout, en fait, tu vas où comme ça? Si en fait tu pars de ce principe-là, c'est déjà voué à l'échec. Donc il faut vraiment qu'on dose, qu'on nuance. Voilà, Nawel et moi, on partage la même chose. Je vous dis souvent cette expression. Il y a le noir, il y a le blanc, puis il y a le gris. Et il faut parfois nuancer. Moi, il y a un conseil que je donne toujours à mes copines quand elles ont des difficultés dans leur mariage, etc. Alors, des difficultés que moi, je considère minimes. Attention, et chacun, il va mesurer ça comme il veut. Je dis toujours, il faut choisir sa peste. C'est un peu dur, hein, ce que je dis, mais il faut choisir sa peste. Je pense que l'homme parfait n'existe pas. Au même titre que la femme parfaite n'existe pas. Je parle même pas du physique. Là, je vais parler vraiment de personnalité, défauts, etc. On a tous quelque chose. Moi, par exemple, qui suis une femme extraordinaire, je suis hyper chiante. Vraiment. Je passe mon temps à radoter, à me plaindre. Genre, je sais que je peux mettre les gens sous tension. Ouais, on n'a pas ramassé. Ouais, vous avez refait le bazar. Ouais, non, par exemple, en l'occurrence. Mais en parallèle, je suis quelqu'un de très serviable, d'engagé, de loyal, etc., etc. Donc voilà, je me dis, mon mari, il a choisi sa peste. Dans sa peste, il a une femme chiante, comme beaucoup. En fait, vous aurez jamais un homme parfait. Vous aurez pas l'homme qui est gentil, très bon communicant, à l'écoute, très généreux, très ceci. Il y a toujours quelque chose. Moi, je sais que je parlais avec une proche qui, pendant longtemps, a eu un souci avec des hommes pas démonstratifs. Puis un autre jour, le problème, c'était d'avoir un homme trop démonstratif. En fait, il faut vraiment choisir sa peste. L'homme parfait n'existera pas. Mais ça aussi, ça naît de quoi? Ça naît de l'excès de comparaison. Se comparer à ses copines, à sa sœur, à sa mère, etc. Et comme elle disait Nawel, il n'y a que la part visible de l'iceberg. Potentiellement, tu vois peut-être que c'est l'homme le plus aimant de la Terre, il porte sa femme au-dessus de sa tête en public et tout. Peut-être qu'à la maison, il reste enfermé dans sa chambre à jouer à Call of Duty ou FIFA et elle ne le voit pas. Il faut vraiment choisir sa peste. C'est important d'arrêter d'idéaliser quelque chose sur quoi on n'a pas la main. Et voilà, et voilà, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, mais comme elle disait Nawel il y a 5 minutes, ça reste quand même relativement agréable normalement, avec des désaccords, avec peut-être des disputes, avec des malentendus, avec plein de choses comme ça. Ça fait partie du mariage, ça fait partie de la relation. Ça fait partie de la relation qu'on a avec nos parents, qu'on a avec nos collègues, qu'on a avec nos amis. C'est pas toujours linéaire, toujours I love you, you love me. Parfois, non, il y a des soucis, parfois on n'est pas d'accord, parfois on n'a pas envie, parfois on est indisposé, on a la flemme, etc. Et effectivement, tout ça, ça rejoint la communication et la manière dont on communique. Parce que même si votre sel, là, que vous vouliez, c'est à force de l'avoir vu sur les réseaux sociaux, etc., la manière dont vous abordez votre mari, comme elle disait Nawel, ouais, j'ai vu des trucs et tout, t'avais entendu parler de cette tradition, ah, je trouve ça trop chou, c'est vrai que pendant un mois en cuisine et tout, c'est trop cool d'être valorisé. Tu sais, juste le dire comme ça, et pas le dire en mode, toi, tu m'offres rien, etc., etc. Après, si votre mari, c'est un crevard, pardon, hein, non, mais ce que je veux dire par là, que ça fait partie des défauts. Il y a des gens, c'est des radins. Il y a des gens, ils sont près de leur sous. Et là, et oui, il faut se questionner. Moi, c'est quelque chose qui me... Ah non, moi, c'est quelque chose qui me répugne, mais chez les hommes, chez les amis. Je peux pas être copine avec quelqu'un qui a du mal à lâcher 1 euro. Mais, effectivement, il faut analyser la situation. Elles sont propres. Et je trouve ça trop triste parce que tout à l'heure, ça m'a un peu choqué ce qu'elle disait sur le crédit. Mais c'est vrai que je suis déjà tombée sur des vidéos de nanas qui conseillaient presque ça, en fait. Genre là, je veux me marier, je veux mon mariage de rêve. Mon mariage de rêve, il coûte 50 000 euros, mais il n'a pas les moyens. Oui, ça coûte très cher un mariage aujourd'hui. Ouais, il n'a pas les moyens. Non, ça fait des crédits pour un mariage. Moi, je viens un petit peu sur le côté religion. Commencer son mariage en déclarant la guerre à Dieu, c'est pas ouf, hein. Forcément, il n'y a rien qui va aller après derrière. Débuter sa vie de couple en déclarant la guerre à Dieu, c'est pas moyen, c'est très grave en fait.
C'est très, très grave. Donc, il y a tout ça, en fait, je pense qu'il faut prendre en compte. Et puis, je veux pas qu'on s'éternise, mais je trouve la conversation hyper intéressante. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle justement des tabous. Donc dans une vie de couple, tout à l'heure, t'as dit une phrase qui m'a marquée et que je trouve ouf, je l'ai carrément notée. T'as dit comment deux personnes qui peuvent se voir nues physiquement sont incapables d'être elles-mêmes. Et c'est quelque chose qui est important. Parce que l'expression, elle est vieille comme le monde. Hein. C'est chasse ton naturel, il revient au galop. Et c'est ça. Et puis, je connais beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont malheureuses parce qu'elles taisent leur réalité profonde. Parce qu'en réalité, c'est des follasses extraverties qui aiment faire la fête, etc. et tout, et qui doivent être silencieuses, très réservées et tout, parce que c'est ce que leur mari préfère. Non, des concessions dans un mariage, c'est obligatoire. Mais la concession, ça peut pas être se travestir. Ça peut pas être devenir quelqu'un d'autre parce que ça ne marche pas. Parce que c'est ça qu'après les gens, ils appellent la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. C'est ça, en fait. Après, tu vas tout whip in, comme ils disent les jeunes. Ça veut dire, je me suis contenue. J'ai été quelqu'un d'autre. J'ai tout porté sur mon dos. J'ai été comme il voulait que je sois pour qu'il soit heureux. Mais est-ce que moi, j'étais véritablement heureuse? Et souvent, la réponse est non. Souvent, la réponse est non, j'ai pas été heureuse, j'ai pas été moi. Alors oui, il était gentil. Il subvenait aux besoins du foyer. Il a payé le loyer. Il a payé les factures. Il nous a emmenés en vacances. Mais c'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre tout ce temps qui a dû aimer des choses qu'elle aimait pas, etc. Et à l'inverse, je connais aussi, et vraiment je pense que mes amies qui parlent beaucoup avec moi, elles vont respecter ce que je fais parce que c'est vraiment pour illustrer sans donner de nom. Je connais des nanas qui deviennent d'autres personnes, mais en mode caméléon, genre je m'adapte à l'homme avec lequel je suis. Il aime la peinture, je vais aimer la peinture alors que j'ai deux mains gauches et que je déteste dessiner. C'est un sportif, là j'aime le sport. Je sais pas... Et en fait, non. L'objectif, pour moi, la seule chose qu'on doit rechercher quand on veut faire sa vie avec quelqu'un, déjà, on doit rechercher le din, tu vois, la religion, et on doit rechercher quelqu'un qui nous aime et nous accepte pour notre réalité profonde. Et à l'inverse aussi. Ça veut dire que si la réalité profonde de ton époux, c'est que c'est pas quelqu'un, voilà, qui s'exprime beaucoup avec les cadeaux, mais qui est hyper attentionné, qui te donne tout le temps de la terre que tu veux pour toi, qui gère les enfants et tout, il faut apprendre un mot magique chez nous, les musulmans, Alhamdulillah. J'allais dire la gratitude. Voilà, c'est ça. Il faut avoir de la gratitude et c'est important. J'aimerais qu'on parle un petit peu, Nawel, justement des tabous, en y mettant tout le respect et l'éthique qu'il faut, mais un tabou qui revient très souvent aussi dans mes DM, celui de la sexualité, mais un sujet en particulier, et moi qui me fait beaucoup de peine, moi qui me fait chialer quand je lis un certain témoignage, il y a beaucoup de femmes qui sont pas à l'aise avec leur corps. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pas à l'aise avec leur corps, mais moi, c'est plus les femmes qui s'adressent à moi et je sais que c'est là où ça transparaît le plus. Tu vois, ce lien avec, par exemple, la maternité, ton corps change, etc., etc. Et qui, malheureusement, donc là, ça va être un peu moins positif, qui parfois, en face, sont des hommes, des petits hommes à barbe, comme tu dis, parce que moi, j'ai envie de... Là, vous voyez pas, je mets une patate dans le micro. Tu vois, qui leur rappelle ça tout le temps. Maigris, sinon, faudra pas te plaindre si je te trompe, fais ceci, moi je veux faire ceci. Et puis, dans les deux sens. Dans la sexualité, t'as ceux qui sont pas contents parce que la femme, elle est pas à l'aise et elle ose pas se libérer complètement. Et t'as ceux qui vont avoir une sexualité très plate avec leur femme parce qu'ils assimilent toute la notion de plaisir qui nous sont halal, une fois que tu es marié avec cette personne-là, à quelque chose de l'ordre presque de la pornographie. En gros, c'est pour les autres. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes tombent dans la tromperie. Hein. T'en as qui, en mode, en fait, ils vont se justifier. J'aime trop ma femme, c'est la mère de mes enfants. Elle, je peux pas faire ça avec elle. Donc voilà, ça devient un petit peu peut-être tabou pour certains. Vous pouvez couper si ça vous heurte, mais c'est quelque chose d'intéressant et nécessaire. Je vais laisser le mic à Nawel. Alors justement, pour le coup, moi, je me suis retrouvée plusieurs fois dans le cadre autant perso que pro face à ces difficultés. Moi, j'ai vu des hommes pleurer en fait parce que du coup, il y avait aussi cette pression. Au niveau de la sexualité, ces difficultés aussi dans le couple. Alors, évidemment, moi, j'ai entendu des phrases qui ont été extrêmement heurtantes, des hommes qui m'ont dit « Non, mais en fait, c'est la mère de mes enfants, c'est la mère de mes jumeaux, il est hors de question que je fasse telle ou telle chose avec elle, mais du coup, avec une autre, c'est OK. » Et en fait, cette banalisation et cette normalisation de la tromperie, alors que c'est d'une gravité absolue, alors autant, du coup, là, je parle de volet religieux, mais aussi en termes du coup, moral, éthique, affectueux, voilà, ça a un vrai impact. Alors, il y a des couples qui arrivent à dépasser les histoires de tromperie. Il y en a d'autres pour qui c'est extrêmement compliqué. Et je crois que c'est important, en tant que femme, de ne jamais tolérer une humiliation verbale, de ne jamais accepter qu'un homme
Alors, vous êtes marié avec lui depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui vous dit, ah non, en fait, t'as grossi et après tu t'étonnes. En fait, c'est pas OK de rester silencieuse face à cette phrase. Et tout de suite, de lui dire, de lui exprimer que ça, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Que cette banalisation de la trahison, cette banalisation de l'humiliation n'a absolument pas sa place dans le couple. Et la réalité, c'est que du coup, alors moi qui accompagne aussi des couples musulmans et d'autres couples qui ne le sont pas, mais du coup, je vais parler des couples musulmans. Bah, c'est hyper tabou pour eux de venir en rendez-vous. Et moi, à chaque fois qu'ils sont là, je leur dis à quel point ils peuvent être fiers d'eux, à quel point c'est important, à quel point c'est un marqueur aussi d'engagement vis-à-vis de soi, du couple, que la sexualité au sein du couple ne doit pas être tabou. Et souvent, je les questionne en leur disant, à votre avis, du coup, parce que moi, je suis partisane aussi de la démonstration affective aussi en public. Alors, quand je dis démonstration affective, je vous dis pas de vous galocher comme si vous aviez 15 ans, c'est pas ça le sujet. Mais du coup, de normaliser l'affection au sein du couple, que les enfants accèdent à ça. Je me souviens il y a très longtemps, tu avais fait une story là-dessus ou un réel et ça avait déclenché, je crois que c'était il y a plusieurs années. Ouais, je me rappelle. Tu sais, qui avait déclenché en fait, du coup, l'étonnement, parfois du jugement, parce qu'effectivement, quand on ne vit pas cette situation, le premier réflexe de certains, c'est de juger au lieu de se questionner. Moi, je crois fondamentalement que la bienveillance, c'est facile d'être bienveillant avec les gens qui nous ressemblent, ça vous coûte rien, vous ne vous engagez pas finalement. Mais être bienveillant avec des gens qui sont différents de vous, là, ça vous engage. Là, ça vient réveiller des choses chez vous. Là, ça vient aussi bouger certaines de vos lignes et ça vient vous interroger. Donc, le marqueur d'affection, c'est hyper important. Moi, je sais que, exemple, dans ma famille, mon grand-père, l'Alhamo, j'ai été élevée par mes grands-parents. Et mon grand-père, l'Alhamo, disait à ma grand-mère, c'est chéri Diali. Et j'ai grandi avec un homme qui marchait dans la rue avec son épouse et qui, du coup, lui donnait la main comme ça. Et en fait, c'était normal, c'était un non-sujet. Et il disait, mais Khadija, c'est ma femme, donc c'est normal. Et tu vois, il le disait tellement librement et il nous montrait tellement son affection, c'était un non-sujet. Et pourtant, c'était un patriarche, je l'appelais Victor Newman. Donc, vous voyez, le délire aussi du Marocain qui est quand même aussi carré sur une manière d'agir avec les autres. Mais je crois que dans le couple, parler de la sexualité, oser dire les choses, c'est important que moi je le propose aussi au couple. Alors c'est un outil, c'est un exercice, ça peut être un jeu, peu importe. Mais voyez cette découverte de l'un de l'autre et de se questionner sur du coup les pratiques sexuelles. Celle avec laquelle on est à l'aise et celle avec laquelle on n'est pas à l'aise. D'en discuter. Alors vous pouvez avoir une discussion comme ça frontale. Soit, comme je propose à certains, c'est de marquer dans un bol, en pot, tu vois, les différentes pratiques et de questionner l'autre. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça t'intéresse? Oui ou non? Et d'être dans une discussion, dans la recherche, dans la compréhension de l'autre et pas dans le jugement. Parce que souvent, moi je le vois du coup, les gens en fait ont envie certainement de beaucoup de choses, mais ils osent pas. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Moi j'ai des femmes qui vont dire, pour certaines pratiques, voilà, je suis plus attirée par cette pratique, mais j'ai peur, j'ai honte. Et en fait, il n'y a pas de honte à avoir. Vous êtes mariés religieusement parlant. Donc, vous êtes mariés devant Allah. Et du coup, c'est quelque chose qui est légal, légiféré, autorisé. Vous vous brimez. Mais enfin, pour moi, c'est tellement un non-sens que je crois qu'il est essentiel dans le couple de pouvoir parler librement de la sexualité. Alors, évidemment, chacun a son rythme, en tempo de, du coup, son intimité, de sa propre pudeur. Mais de ne pas vous dire... Je dois pas en parler avec mon époux, je suis pas à l'aise avec cette pratique ou j'ai besoin de plus de telle ou telle chose. Je crois que c'est essentiel. Et surtout, ne banalisez pas et ne normalisez pas les insultes au sein du couple. En fait, un homme qui vous insulte et qui vous dit qu'effectivement, parce que vous avez grossi, du coup, il aura moins envie de vous, c'est lui qui a un souci et c'est du coup à questionner lui sur son rapport à la sexualité, son rapport à la femme, sa vision de la femme. En fait, qu'est-ce qu'on engage? Un homme qui est aimant et qui aime profondément son épouse et qui protège sa femme, ça ne lui viendrait même pas à l'esprit de parler de la sorte. Alors moi, je suis confrontante, vraiment sur des phrases comme ça, alors quitte à être un peu piquante, mais je vous dis, posez la question à la personne en lui disant, est-ce que tu es OK avec l'idée de mourir sur cette phrase? En fait, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut humilier son épouse? Comment on peut la rabaisser alors qu'elle-même est en chamboulement physique, hormonal? Elle va s'interroger sur beaucoup de sujets. Et comment un homme peut venir et dire, mais je comprends pas, moi, il y a des femmes que j'ai en rendez-vous
qui du coup viennent d'accoucher et au bout d'une semaine, du coup elles ont des remarques désobligeantes d'un homme parce que en fait ils n'ont pas pu avoir un moment d'intimité. Mais c'est pas possible. Mais justement, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Et la plupart du temps, ces hommes-là qui te mettent la pression, ouais, il faut que tu maigrisses, sinon, c'est ceux-là qui les laissent pas aller au sport, qui leur donnent pas du temps pour elle, parce que, admettons, je sais pas, moi, elle a envie de sortir faire un peu de sport, marcher, aller chez le coiffeur, mais en fait, elle peut pas parce qu'elle a les enfants tout le temps. Parce que le monsieur, il est au travail. Quand il est pas au travail, il regarde son match de foot. Quand il regarde pas son match de foot, voilà. Franchement, je connais pas tous les couples de la Terre, mais dans 99% des cas des nanas qui viennent me raconter ça, c'est le type de mari, tu vois. Donc, il faut doser, tu vois. Je veux dire, je veux bien que t'as le droit de conseiller, ouais, là, t'as pas envie qu'on... Même, fais du sport avec elle, tiens, profite de ça pour l'induire en mode, viens, on va aller se balader tous les deux. Et puis, il faut arrêter. Moi, je déteste qu'on parle du corps des gens. On connaît pas l'histoire des gens, on sait pas, on n'est pas tous égaux. Moi, je donne toujours mon exemple, hein, je suis pas un taille 36, mes grossesses, elles m'ont tuée. Et pourtant, je fais du sport tous les jours. Et donc, tu vois, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Il faut absolument doser. Et voilà, c'était la petite parenthèse que ceux-là, ils me foutent le seum, tu vois. Pardon. Je comprends. Mais là, du coup, je vais revenir sur une phrase que tu as dite et que beaucoup de gens disent en rendez-vous quand ils ont vécu des situations de souffrance, c'est « ça m'a tué ». Et moi, je réponds souvent en disant « jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas la capacité de parler avec des fantômes ». Donc en fait, tu n'es pas morte. Ça a peut-être abîmé une vision, une situation, ça t'a épuisé, mais tu n'es pas morte. Vous voyez, de dire « tu m'as tué », en fait, vous donnez le pouvoir à l'autre de vous nuire, comme si vous lui donniez une télécommande sur votre vie. Les mots, ils sont importants. Alors, parfois, effectivement, je vais être hyper tatillonne parce que, voilà, je pense que c'est important d'avoir une lecture chirurgicale des situations et de se dire, cet homme qui a cette virulence verbale, d'où elle émane. Et en fait, cette virulence verbale, et je vous le dis, elle s'est pas réveillée du jour au lendemain, en fait. C'est pas parce que vous avez pris du poids. C'est pas vrai. Elle était là bien avant. Peut-être que vous n'en aviez pas autant conscience. Peut-être que cette violence-là, elle ne vous heurtait pas à ce niveau-là parce que, en plus, avec la grossesse, c'est un tsunami émotionnel, qu'il y a un véritable changement. Que les grossesses parfaites, encore une fois, je le répète, c'est que sur Instagram, moi, en rendez-vous, j'ai des femmes qui sont enceintes et qui pleurent en disant « je déteste être enceinte, je suis heureuse de porter la vie, mais je déteste être enceinte, je me sens pas belle, je me sens pas bien, je me sens lourde, je me reconnais pas, je suis épuisée, j'ai des symptômes qui sont douloureux au quotidien et on m'en a jamais parlé, donc des coups les femmes en veulent aux autres femmes d'avoir lissé aussi cette vision que de toute façon la grossesse c'était quelque chose de fabuleux, même pour des femmes qui ont été éprouvées dans leur parcours, du coup dans la parentalité, mais après de se dire waouh en fait c'est juste horrible. Je crois qu'il est essentiel de communiquer et de se questionner et de se dire jamais la violence ne doit entrer dans vos foyers. La violence ne doit jamais être banalisée dans vos foyers. La violence verbale, la violence physique, la violence émotionnelle, la violence sexuelle. Un non, c'est un non. C'est-à-dire que réveiller son épouse parce qu'on a une envie, ce n'est pas acceptable. Humilier son épouse parce que effectivement, moi, évidemment, je le dis en tant que thérapeute, j'entends des histoires qui, mais vraiment, ça bouleverse. Alors évidemment, avec notre posture, du coup, on va pas pleurer, alors que moi, je suis une pleureuse et que je peux pleurer devant les feux de l'amour. Mais à ce moment-là, d'entendre des femmes se faire humilier, insulter parce qu'elles n'ont pas accepté une pratique, c'est déplorable. Et souvent, ce que je vais refaire le lien avec ce que tu disais. Je pense du coup à une femme qui aujourd'hui, alhamdoulilah, du coup est divorcée de cet homme. Là, pour le coup, je dis alhamdoulilah parce qu'elle a vécu une souffrance immense et je sais qu'elle va se reconnaître parce que je sais qu'elle t'écoute et que du coup, elle nous suit toutes les deux. C'est une femme que j'ai accompagnée pendant 1 an et demi et qui a vécu presque 3 ans de calvaire avec son époux, de calvaire qui n'était visible que par elle. En apparence, c'était le bon. C'était le chat. C'est le chat à l'extérieur, mais il est juste odieux à la maison. Et c'est ce que je disais toujours, prier à l'heure, c'est très bien. Avoir le meilleur comportement avec son époux, je pense que c'est aussi très, très important. Et du coup, cette femme, a souffert. Il y a eu un épisode dépressif, il y a eu de l'hyperphagie, il y a eu de la mésestime, de l'humiliation, des insultes, un rabaissement sur son rapport à son corps. Elle a pris du poids parce qu'elle a mangé ses émotions. Elle a été isolée. Et cette violence, elle peut pas être banalisée, vous voyez. Et c'est ce que je lui ai expliqué, à quel point c'est important, du coup, d'en sortir, de ne pas être isolée et surtout de ne jamais avoir honte. Parce que la seule personne qui doit avoir honte, c'est celle qui humilie. C'est certainement pas celle qui est humiliée. La seule personne qui doit avoir honte, c'est celle qui frappe, pas celle qui est battue.
La seule personne qui doit du coup avoir honte de ses comportements, c'est celle qui est injuste, pas celle qui subit l'injustice. Il ne doit pas y avoir cette inversion du coup de la réalité et de l'inversion de la honte. Donc parler, c'est important, agir, c'est essentiel, et aussi d'agir en temps et en heure comme vous pouvez. Donc déjà, parler à quelqu'un, c'est hyper important. Parler à quelqu'un de confiance, auprès de laquelle vous êtes certaine que du coup vos propos ne seront pas rapportés. Ça, c'est essentiel. Ou déformés, ou amplifiés, vous voyez. Et c'est pas parce que dans vos familles, vous avez été témoin de la violence verbale qu'en fait, vous êtes condamné à souffrir. Moi, je n'y crois absolument pas. Je crois que nous sommes tous là pour vivre du coup de manière la plus apaisée, que c'est notre responsabilité aux uns et aux autres. Et aussi de se questionner, de se dire là, ça y est, je suis arrivée à un stade où je n'y arrive plus. Qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Qu'est-ce que je peux faire pour, du coup, laisser ma fitra ? Et là, je vais faire un parallèle avec un couple que j'ai accompagné qui était en préparation d'un mariage. Et du coup, donc comme ils étaient vraiment dans un process de muqabala, on avait créé un groupe. Et le groupe, je l'avais intitulé « Que votre fitra s'incarne au quotidien ». Et je crois que c'est important que notre fitra, donc notre nature saine, qui l'on est fondamentalement, s'incarne au quotidien, individuellement, collectivement, dans notre couple, avec nos amis, qu'on s'autorise à être vraiment nous-mêmes et qu'on l'exprime. Et qu'on ne normalise pas la violence verbale. Parce que être humilié verbalement, c'est la première porte vers la souffrance. Je plus sois, quoi. Tout ce que tu viens de dire, c'est essentiel. Et puis c'est toujours triste de savoir que ça existe, ce qu'on met en mode warning, ça existe vraiment. Voilà, quoi. Du coup, je pense que tu as tout dit et que tu as tout dit mieux que moi. Ça fait déjà près d'une heure qu'on parle. On va rendre cet épisode digeste, même si on pourrait parler encore 5-6 heures facile avec Nawel. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'entreprendre une thérapie, de voir en one-shot quelqu'un en couple ou quoi, à contacter Nawel. Donc, c'est TNP Thérapeute sur les réseaux, mais de toute façon, je vous partage sa page dans la description. Voilà, quoi. Faites attention à vous, vraiment. Cessez l'excès de comparaison. L'excès de comparaison est mauvais. De toute façon, mon truc à moi, c'est vraiment l'estime, la confiance véritable. D'ailleurs, Nawel et moi, on a un cursus en commun. On a fait une formation en commun. Et voilà. Et donc, je le dis souvent, l'excès de comparaison, de toute façon, est une entrave à l'estime de soi. On peut pas s'estimer correctement, s'aimer correctement si on passe son temps à se comparer. Et dans le couple, ça fait aussi des dégâts. Donc là, en plus, quand la comparaison, elle est basée sur des vidéos de 30 secondes sur TikTok ou Instagram, c'est encore plus problématique. Prenez de la distance, vraiment élevez vos consciences. Et voilà, et préservez-vous. En tout cas, voilà, je souhaite à chacun d'entre vous, parce qu'il y a des hommes qui m'écoutent aussi, l'épanouissement et le bonheur dans le couple. Mais c'est pas une fin en soi, c'est important de le dire aussi. Il y a des personnes qui sont amenées à ne pas être en couple, qui n'ont pas envie, qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Et je ne peux qu'imaginer la souffrance que c'est quand on a soif de vivre un amour et peut-être de fonder une famille. En tout cas, j'invoque pour vous, toujours dans le sens que ce soit quelque chose qui vous arrive, vraiment que Dieu vous mette sur votre chemin et dans votre vie quelqu'un à la hauteur de ce que vous méritez et de la personne qui vous êtes, que cela ne vous empêche jamais d'être qui vous êtes réellement. Voilà, c'est sincère. Je souhaite aussi à toutes les femmes qui vivent des situations compliquées, problématiques, dangereuses, humiliantes, de trouver la force et le soutien nécessaire pour partir. Parce que voilà, moi, je suis pas en mode... il faut arranger. Oui, il y a des choses qu'on peut arranger, mais il y a d'autres choses qui sont dangereuses. Donc, il faut pas hésiter à quitter les situations et les relations dangereuses. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'apaisement, beaucoup de joie, beaucoup de kiff. Je vous souhaite d'être vous-même parce que c'est important. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre 5 étoiles sur Le Café C'est Pour Moi, à laisser un petit commentaire, à partager l'épisode parce que c'est hyper important. Je remercie encore une fois beaucoup Nawel d'avoir accepté de participer à cet épisode. Et je vais la laisser avec le petit mot de la fin. Gros bisous. Merci à toi pour cette discussion qui, encore une fois, a été enrichissante et qui, je l'espère, vous sera bénéfique. Alors évidemment, vous prendrez ce qui fait sens pour vous. Notre vision n'est que notre vision. C'est important aussi de se dire... Voilà, ça n'engage que les gens qui communiquent. Je vous souhaite d'être heureux et heureuse. Je vous souhaite de trouver la paix là où elle vous sera bénéfique. Je vous souhaite de vous choisir tout en respectant l'autre. Je vous souhaite d'être
aligné avec la personne que vous êtes, avec vos valeurs, et surtout de vous autoriser à incarner au quotidien ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait vibrer, et le parfum que vous souhaitez diffuser au quotidien auprès de vos enfants, de vos époux, de vos épouses, de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Je crois que c'est très important de laisser l'amour en priorité, parce qu'il y a 2 émotions majeures qui nous dirigent finalement, c'est l'amour et la peur, et je crois que la peur ne nous aide en rien. L'amour, oui. Je crois fondamentalement à l'importance d'aimer l'autre, de s'aimer soi, de s'aimer avec justice, rigueur, et avec aussi, finalement, de manière inconditionnelle. De vous pardonner si à un moment donné, dans vos parcours respectifs, vous avez eu des comportements avec lesquels vous n'êtes pas alignés, ou en tout cas vous n'êtes plus alignés, de vous pardonner, d'avancer, de laisser finalement la personne que vous êtes fleurir dans ce monde qui est parfois trop dangereux et trop lourd. Donc laissons un maximum une belle trace de qui nous sommes véritablement. Voilà, alors au plaisir de vous retrouver. Et pour la petite info, ça fait je crois 3 fois là qu'on a dû reculer. Mais peut-être que c'était pas pour rien, c'est que c'était le bon moment, le bon timing, et je crois que c'est ça qui est important. C'est de se souvenir que les choses elles arrivent au bon moment, au timing qui est meilleur pour vous. Allez, prenez bien soin de vous.